Et oui, merci Karl, effectivement, en très bonne compagnie. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle capsule Horizon 360 à l'occasion des journées de l'industrie de la transformation alimentaire proposée par l'usine Bleu en partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ. Nous sommes en compagnie de François Gingras, directeur développement et accompagnement technologique chez Investissement Québec et en particulier au CRIC, le Centre de recherche industrielle du Québec qui aide les manufacturiers à miser sur l'innovation pour améliorer leurs opérations et surtout leur conquête des marchés étrangers. Bonjour François. Bonjour Phil, ça va bien? Ça va très très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Et donc, comme l'a dit Karl, nouvelle capsule Horizon 360 pour, on le rappelle, faire le tour d'horizon de l'automatisation avancée dans un secteur d'activité. Et bien vous, justement, François, on va faire le tour de cette automatisation dans le secteur de la transformation alimentaire. Un peu plus de 10 minutes ensemble pour évaluer tout cela. Peut-être pour commencer, justement, l'automatisation dans votre secteur, ça représente quoi exactement? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Est-ce qu'on a des chiffres très précis? Difficile de vous donner. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de l'industrie agroalimentaire, ce qui est très intéressant, parce que nous, on travaille dans tout plein de secteurs, c'est vraiment de voir que l'industrie agroalimentaire a quand même toujours joué un rôle de pionnier dans le monde de l'automatisation. C'est un des secteurs au Québec où il y a quand même beaucoup d'automatisation qui sont présents. Par contre, ça va être très présent dans certaines parties de procédés agroalimentaires. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas parfaitement équilibré partout dans l'usine agroalimentaire. C'est pas réparti partout, ouais. C'est pas réparti partout. Et ce qu'on va voir, c'est pas réparti partout. Particulièrement, on va voir relativement un fort taux d'automatisation dans les parties plus emballage, packaging, mise en caisse, palettisation, etc. Par contre, quand on va tomber dans le procédé, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'automatisation, mais il y a encore de très beaux défis d'automatisation au niveau du procédé, au niveau de la transformation. Ils sont souvent des tâches un peu plus complexes à automatiser que ce qu'on va retrouver à l'emballage ou à la mise en caisse ou à la palettisation. Également, on va voir une forte différence de taux d'automatisation entre la grande entreprise et la petite entreprise. La PME. Ouais. Donc, la PME, la moyenne un peu plus, mais c'est certain que la petite entreprise de 15, 20, 30, même 50 employés en proportion va avoir tendance à être beaucoup moins automatisée que la plus grande entreprise qui, elle, a pris le virage. Il y a déjà plusieurs années. Mieux préparé, a pris le virage. Et voit aussi toute la complexité, les avantages de l'automatisation. Il faut bien comprendre que, je le dis souvent à la blague, mais le domaine de l'agroalimentaire, et c'est vrai, est un peu spécial au niveau de l'automatisation. Il y a des contraintes un peu particulières et la grande entreprise a vite compris ça, qu'on pense aux contraintes de salubrité, aux contraintes de gestion des allergènes, aux contraintes de nettoyage, qu'on ne retrouvera pas dans bien d'autres industries qui ont fait que l'industrie agroalimentaire, particulièrement les grandes entreprises, se sont tournées vers l'automatisation pour simplifier toutes ces tâches-là au fil des années. Ouais, leur processus logistique, on va dire. Vous, c'est vraiment, ce qu'on comprend, c'est vraiment sur le plan sanitaire qu'un enjeu qui distingue finalement votre secteur et que là, l'automatisation peut aussi faire la différence. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un enjeu aujourd'hui de votre secteur en particulier que l'automatisation, en dehors de ces questions sanitaires, vient résoudre? Par exemple, est-ce que des questions de pénurie de main-d'œuvre, par exemple, de compétitivité ou de financement pourraient être résolues par l'automatisation? Écoutez, je dis souvent la blague à des clients ou à des entreprises qu'on accompagne chez Investissement CRIC. Il y a le coût de le faire et il y a le coût de ne pas le faire. Et le coût de ne pas le faire, le projet d'automatisation, c'est directement lié à la pénurie de main-d'œuvre. Vous me direz que ce n'est pas unique au monde de l'agroalimentaire. À votre secteur. C'est vrai. Nous, on aide les gens dans tous les secteurs, mais dans le secteur agroalimentaire, c'est un problème criant, la pénurie de main-d'œuvre. Et évidemment que l'automatisation devient une carte intéressante, une carte maîtresse pour pouvoir pallier à cet enjeu-là de la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'on peut, François, excusez-moi de vous couper, mais juste qu'on comprenne, est-ce qu'on peut aujourd'hui le chiffrer, le mesurer, l'impact réel de l'automatisation sur cette pénurie, sur ce manque de main-d'œuvre dans votre secteur? Ben, nous, ce qu'on voit, il y a des entreprises avec qui on travaille, c'est certain qu'il y a ce qu'ils nous disent, j'aurai assez de travail pour ouvrir un deuxième chiffre de production sur le chiffre de soir, par exemple, et qui ne peuvent pas le faire, tout simplement parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre.
Alors, la réaction et la stratégie qu'on voit qu'ils prennent depuis un certain temps, depuis quelques années, 1 an et demi, 2 ans, c'est de dire, ben, OK, si j'automatise des tâches qui sont répétitives et qui demandent beaucoup de manpower, de main-d'œuvre, est-ce que je peux arriver à récupérer ces emplois-là, à récupérer ces employés-là et les former sur d'autres tâches et avoir ce deuxième chiffre de production-là, par exemple? Et ce qu'on voit, c'est que c'est une stratégie qui fonctionne. C'est une stratégie, elle n'est pas magique, il faut bien faire la transition, il faut bien former les gens, ça prend un bon plan, mais c'est une stratégie qui fonctionne, en plus d'augmenter la compétitivité et la productivité. Donc, si je comprends bien, et pour évacuer justement des peurs éventuelles sur l'automatisation, non, ça ne provoque pas de perte d'emploi. Au contraire, c'est fait pour combler un manque de main-d'œuvre, mais ça sous-entend, si on suit bien aussi votre logique, qu'il y a un transfert de compétences qui se fasse. Hein, c'est bien ça. Il y a un transfert de compétences qui se fait, il y a un transfert de compétences qui doit se faire. Je vais vous dire, moi, j'ai à peu près pas vu d'exemple d'entreprise qui, après avoir automatisé, se retrouvaient à réduire le nombre total d'employés qu'ils avaient dans leur organisation. Maintenant, toutes les entreprises qui ont eu du succès dans leur transition en automatisation ou dans le numérique, si on veut aller plus loin, c'est des entreprises qui ont mis aussi en place un bon programme de formation de leurs employés pour s'assurer qu'il y avait une bonne transition faite avec les employés qu'ils avaient pour les amener vers des tâches à valeur ajoutée. Et à la limite aussi, ce qu'on a vu, c'est que ça a un impact sur la qualité, oui, du travail qui est offert aux gens dans l'organisation, et ça va aller jusqu'à augmenter le sentiment d'appartenance ou le bonheur au travail, si on peut dire ainsi, d'avoir un emploi qui est plus à valeur ajoutée. Il y a aussi des gains qu'on a vus qui sont très importants, qu'on dit indirects, mais tous les aspects des blessures musculo-squelettiques, souvent qui vont être diminuées, les tâches dangereuses, les tâches répétitives. Alors, il y a beaucoup d'avantages à l'automatiser. Selon une étude récente de l'organisme spécialisé Compétences Transformation Alimentaire Canada, les postes vacants coûteraient 8 millions de dollars par jour au secteur de la transformation alimentaire dans notre pays. Le besoin de main-d'œuvre actuellement, il est chiffré à près de 56 000 pour réaliser les objectifs de croissance du secteur d'ici 2025. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres? Ben, c'est des chiffres qui sont gros, c'est des chiffres qui donnent le vertige, mais j'ai tendance à penser que c'est un ordre de grandeur qui est réaliste. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on entend des entrepreneurs au quotidien qui nous disent « Je ne manque pas de vente, je ne manque pas de clients, ce que je manque, c'est de la capacité de production. » Et ce n'est pas des cas isolés, c'est dans toutes les régions du Québec. C'est des chiffres avec lesquels j'aurais tendance à être d'accord. Alors on le voit là, donc main-d'œuvre qui reste peut-être la principale problématique sur laquelle l'automatisation, la robotisation peuvent avoir un impact positif. Est-ce qu'il y a d'autres aspects justement de la vie des entreprises, qu'elles soient grosses ou petites, auxquelles ça peut justement apporter aussi d'autres bienfaits? Vous l'évoquiez tout à l'heure sur les aspects même j'allais dire de qualité de vie des employés, même de blessures. Est-ce qu'on peut dire de manière générale que l'automatisation crée une meilleure culture de l'entreprise dans votre secteur? Est-ce qu'on va trop loin en disant ça? Non, juste avant de parler de la culture de l'entreprise, parce que c'est un point intéressant, je vous dirais que ce qu'on voit aussi, c'est l'automatisation va pouvoir aider particulièrement en alimentaire, tout ce qui est la gestion de la qualité du produit, mais aussi toute la traçabilité des produits qui est un enjeu. Toutes les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui dans le monde alimentaire, qui ont soit des certifications ACEP ou BRC, savent comment c'est important, puis même pour un client, d'avoir un produit qui est répétable, qui est constant, qui est standard, de bien tracer nos matières premières, etc., etc. Donc, surtout dans un monde de plus en plus ouvert, François, excusez-moi de vous couper, mais dans un monde extrêmement Donc, globalisé. d'utiliser l'automatisation ou le numérique pour faire toutes ces tâches-là, c'est des avantages aussi supplémentaires pour l'entreprise qui décide de s'automatiser en agroalimentaire. Au niveau de la culture, c'est intéressant comme point, Phil, parce que
ce qu'on voit dans les entreprises qui commencent à s'automatiser à un moment donné, au-delà des blessures et des choses qui réduisent, et c'est très bien et c'est parfait, ce qu'on voit à moyen terme, c'est que les entreprises qui prennent le virage développent une culture que nous, on appelle chez Investissement Québec-Cric la culture d'automatisation. Alors, on va voir progressivement, même au niveau des employés de production, une nouvelle façon de voir les problèmes, une nouvelle façon de voir les enjeux. Et souvent, ce qui va être développé, c'est après plusieurs projets, les employés de production vont dire « Hey, ça m'amène de la qualité à mon travail, ça me facilite mon travail. » Et la réaction qu'ils vont avoir, c'est quand ils vont avoir un défi en production ou une tâche qui est manuelle, qui est difficile à faire, bien, ultimement, ça va être les gens de production quasiment qui vont venir dire « Hey, il y a peut-être une solution automatisée qui pourrait être mise en place pour nous aider dans notre travail, pour qu'on soit plus efficace, plus productif. » Et les entreprises qui ont pris le virage, pas il y a 1 an, mais qui ont pris le virage il y a 10, il y a 15, il y a 20 ans, commencent à voir cette culture du numérique ou cette culture d'automatisation-là s'implanter naturellement dans leurs organisations. Une autre dynamique dans l'entreprise. Très, très intéressant. Vous offrez, rappelons-le à nos internautes, vous offrez donc au CRIC un diagnostic d'automatisation pour les entreprises du secteur agroalimentaire. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste un tel diagnostic? C'est quoi les critères que vous examinez, qui sont examinés par ces rapports? En fait, le diagnostic, je vous dirais que c'est souvent la première ou la deuxième étape pour une entreprise qui veut se lancer. Pour nous, c'est ce qu'on appelle le constat de l'existant. Très peu d'entreprises partent avec une feuille blanche, donc ils ont de l'existant, ils ont des technologies existantes, ils ont des procédés existants, c'est normal. Alors l'idée, c'est de regarder d'où on part, regarder qu'est-ce qu'on a d'installé et dans le diagnostic, après ça, on vient proposer toutes sortes d'idées de projets. On vient aussi les prioriser, donc aider l'entreprise à voir quel devrait être l'ordre dans lequel on devrait faire ces projets-là, que ça va être le plus intéressant. Identifier les fameux, excusez l'anglicisme, mais les fameux quick wins, les low-hanging fruit. Donc, où sont les projets qu'on peut faire qui vont amener un gain rapide et qui vont amener un effort minimal. L'idée, particulièrement pour les entreprises qui commencent dans l'automatisation, c'est d'avoir des gains rapides pour convaincre tout le monde dans l'usine et tous les gens impliqués la valeur ajoutée de faire cette démarche-là. Et souvent... De transférer l'information à tous les échelons. Transférer l'information, s'assurer qu'on n'a pas un projet qui a un début, pas de fin. Ça peut sembler évident, mais il n'y a rien de pire comme premier projet pour tanner tout le monde dans l'usine, puis que les gens là, disent on s'en va où avec ça, puis pas voir la raison. Puis je finirai en vous disant sur ce point-là, souvent les entreprises avec qui on commence, ils nous demandent, OK, ça va être quoi mon projet le plus important? Où est-ce que je dois commencer? Je leur dis toujours, OK, est où votre plus grande souffrance? Il est où votre plus grand problème? C'est où ce que vous voyez quand vous rentrez le matin et que vous dites, ah non, pas encore ce problème-là, ou si je pouvais régler ça. Alors, ça va souvent être là qu'on va commencer à travailler, puis ça va être là qu'on va focusser. Donc, bien identifier les besoins. C'est important de le souligner alors que Karl nous rejoint. Karl, on évoquait justement le fait d'accompagner les entreprises dans ce processus d'automatisation et ce que soulignait à l'instant François, c'était justement voilà, de bien clairement identifier où est le problème pour apporter la solution. J'imagine que là-dessus, il y a peut-être une réaction ou une question qui vient en ça. Oui, en fait, c'est pour venir faire du pouce sur ce que François vient de dire, puis il a tellement raison. Puis en plus, François le sait, les entreprises qui ont un meilleur succès dans leur opération de transformation et d'automatisation, c'est ceux aussi qui impliquent leurs équipes sur le terrain également. Donc, faire preuve de leadership au niveau du leadership de l'entreprise, c'est super important parce qu'on le sait, hein, on parle souvent de technologie, on parle de hardware, de software, ainsi de suite, mais c'est nos humains qui sont au cœur de ces transformations-là, Phil. Puis sans nos humains qui embarquent dans le mécanisme de se transformer, parce qu'on le sait, c'est fait de haut, de bas, de virage, on recommence, essais, erreurs, tout ça. Donc, c'est important que l'équipe soit au fait. Puis, les solutions viennent du terrain la plupart du temps aussi. Puis ça, François pourrait en témoigner. François, on le sait, qu'il a travaillé super longtemps dans le domaine industriel avant d'occuper l'emploi qu'il occupe au CRIC. Puis, c'est un gars de terrain, François, donc il est en mesure il est en mesure, en fait, de témoigner de ça. Puis, je ne sais pas si, François, tu peux rajouter quelque chose par rapport à ça. En fait, je vais vous conter une anecdote. Je dis souvent dans les conférences ou dans les groupes ou les entreprises que je rencontre, faites pas juste confiance à vos ingénieurs. C'est un peu une boutade, c'est un peu une blague. Les gens techniques dans l'entreprise sont ultra importants, mais il faut aussi que vous parliez et que vous travailliez vos projets d'automatisation avec les opérateurs, avec les superviseurs de production, avec les gens qui vont utiliser les systèmes au quotidien, parce que ces gens-là connaissent
souvent les processus mieux que ce qui est écrit dans le livre pour l'entreprise quand ils sont écrits dans le livre. Alors, c'est vraiment ces gens-là qui vont pouvoir amener la valeur ajoutée à la personne qui va développer ou qui va travailler le projet d'automatisation pour être certain que le projet d'automatisation qui va être implanté va vraiment répondre aux besoins de la production et aux besoins des gens sur le plancher. Et indirectement, ça va venir énormément faciliter l'acceptabilité des nouvelles technologies dans l'usine. Parce que les gens sur le plancher, ils n'auront pas l'impression de se faire lancer une nouvelle technologie puis dire « arrange-toi avec ça ». Ils vont dire « oh, OK, non, j'ai été partie prenante au projet, j'ai collaboré, j'ai travaillé avec les gens qui l'ont développé ». Alors, déjà, je ne dirais pas que c'est un gage de succès garanti, mais on part vraiment sur une bonne note à ce moment-là quand on travaille avec tous les gens qui vont être impliqués. C'est vraiment le principe participatif, hein, si on comprend bien ça comme cela, François. Et puis c'est vrai que ça correspond bien aussi à toute la logique qui est développée par le RAI, par l'usine Bleue, cet esprit de collaboration. Il faut faire en sorte que l'innovation circule, pas uniquement entre les mains des techs. C'est tout le monde qui doit être lié à ça. C'est effectivement l'esprit que vous développez. Carl. Non, mais souvent, Phil, on demande à nos entreprises d'être en mode 4.0, puis on garde l'information en silo dans l'entreprise au lieu de la communiquer avec nos gens de terrain. Donc, tu sais, comme ils disaient Yvon Deschamps, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Fait qu'il faut le démontrer, je pense, d'embarquer les gens dans cette roue-là de communication, surtout d'essais-erreurs, hein, parce que c'est pas une ligne droite. C'est correct de se tromper, ça fait partie du processus, c'est d'encourager nos équipes. Puis comme François disait, ça estompe automatiquement, ben pas automatiquement, instantanément, mais la résistance au changement, hein, parce qu'on le sait, les humains, ils font depuis longtemps la même chose, puis ils font de façon manuelle, ils vont dire, qu'est-ce que ça donne, ça fait longtemps qu'on fait ça comme ça fonctionne, mais justement, des impliqués, comme François disait, je pense que ça fait une grosse différence. Ça fait pas toute la différence, mais ça fait une grosse différence. Les amis, il nous reste quelques petites secondes. Juste une dernière question, et je la pose à vous deux parce que vous avez sans doute vu passer ça dans la presse il y a quelques jours, journal La Presse. On apprenait récemment que Montréal attirerait plus d'investisseurs pour les startups naissantes que Toronto elle-même. Est-ce que c'est le cas dans la transformation alimentaire, François? Est-ce qu'on l'observe aussi, ce mouvement-là? Plus d'attraction de capitaux? C'est une excellente question. Très honnêtement, j'ai pas de chiffres récents sous la main à ce stade-ci. Par contre, c'est certain qu'on a un écosystème d'innovation qui est extrêmement développé au Québec. Oui, en automatisation, mais dans plein de sujets. Et ça fait définitivement un terreau fertile à l'attrait d'investissement pour des entreprises qui veulent augmenter leur productivité, leur compétitivité avec les intervenants locaux. Et on a de très bons équipementiers, on a de très bonnes ressources au niveau technique ici au Québec pour pouvoir accompagner les entreprises à améliorer leur productivité et leur compétitivité. Et on parle de Montréal, et là, Carl, on est bien d'accord, c'est tout le Québec qui devrait attirer les investisseurs, on est bien d'accord, les régions aussi. Tout à fait. On a 17 belles régions administratives au Québec. On le sait, il y a beaucoup d'entreprises en transformation alimentaire dans la périphérie de Montréal. Il y en a beaucoup sur la Couronne Nord, à Montréal également. Mais tu sais, on a plein d'entreprises. On pense à plein d'entreprises en innovation. Là, juste les jus Loop, là, les entreprises qui ont commencé à faire justement cette entreprise-là, a fait de l'économie circulaire, basée sur l'économie circulaire, de récupérer des vieux fruits, des vieux légumes, faire des jus avec ça. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'innovation, en fait. C'est surtout ça, je pense qu'il faut retenir, c'est que Montréal est une capitale d'innovation à l'échelle planétaire en ce moment. Puis, on a une belle chance, justement, de démontrer avec notre esprit de collaboration, comme tu disais si bien, Phil, avec notre écosystème qui est super fort au Québec, de collaborer ensemble puis de permettre de gagner un peu de temps perdu. Hein. Pas qu'on a perdu notre temps, mais on a tardé à prendre le virage au Québec. Là, on sent une belle effervescence. Investissement Québec a investi énormément d'argent dans les 4-5 dernières années avec l'initiative de manufacturiers innovants. Puis là, dernièrement, ils viennent de relancer avec les labs productivité innovation dans lesquels on est partenaire. Puis, on voit vraiment une différence parce que l'écosystème s'est parlé, l'écosystème s'est rassemblé. Donc, on évite un peu aux entreprises de jouer aux 12 travaux d'Astérix, là, de se présenter avec 4 copies couleurs, revirer de bord 4-5 fois. On essaie de leur faciliter la vie. Puis, je pense que ça fonctionne bien. Puis, nous, on en est bien contents. En tout cas, on est super contents aujourd'hui de t'avoir reçu, François. Honnêtement, ça nous a fait faire un super
super beau tour d'horizon. Puis Phil, je te laisse la conclusion, puis après ça, on va passer aux autres segments parce que ça se bouscule le fil. Oui, c'est ça, il y a du monde qui attend derrière. C'est tellement Il va manquer de 6 heures avec François, mais on va effectivement pas faire de jaloux. Merci beaucoup François Gingras. Je rappelle, vous êtes directeur développement et accompagnement technologique chez Investissement Québec et au CRIC, le Centre de recherche industrielle du Québec. Voilà qui clôt notre capsule Horizon 360, présentée, on le rappelle, par l'Usine Bleue, en partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ. Allez, ça suit derrière, on enchaîne. Merci beaucoup, Karl.